La première partie, c'est d'abord identifier les principaux néphrotoxiques professionnels. Ensuite, connaître les éléments d'adaptation de la surveillance médicale en fonction du mécanisme de la néphrotoxicité et de l'intérêt de réaliser des marqueurs de néphrotoxicité. On va voir tout ça en détail, vous allez voir plus clair. Donc, nous essayerons de suivre le plan suivant. Donc, nous aborderons d'abord quelques petits rappels d'anatomie, de physiologie, de physiopathologie également. Ensuite, nous surveillerons un petit peu la clinique avec la pathologie liée principalement aux néphrotoxiques. Donc, je ne sais pas qui c'est qui a rejoint. Donc, pardon, que je viens de faire passer. Voilà, donc je disais que nous allons survoler un petit peu la pathologie liée aux principaux néphrotoxiques. Et enfin, nous finirons avec le chapitre prévention et principalement les missions du médecin du travail dans la surveillance clinique et paraclinique des travailleurs à risque. Donc, en introduction, le rein est un organe épurateur et régulateur de l'équilibre biologique du milieu intérieur de l'organisme. C'est une cible privilégiée des agressions toxiques en général. D'accord? Et différents mécanismes physiopathologiques vont entrer en jeu et entraîner des tableaux anatomocliniques polymorphes. Donc, différentes agressions professionnelles sont impliquées dans l'atteinte rénale, notamment, on l'a dit en début, dans la présentation du plan du cours. Donc, nous allons nous intéresser principalement aux toxiques et je vais vous parler aussi un mot sur les agents infectieux et sur les traumatismes. Donc, un petit rappel d'anatomie s'impose avant de commencer la conférence. Donc, il faut savoir que les reins sont en nombre de deux. Chaque rein a la forme d'un haricot. Il mesure 12 cm de hauteur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Et il pèse environ 140 grammes du poids du corps, de tout l'organisme. Je ne sais pas si vous m'entendez, juste un oui pour continuer. Très bien. Alors, il faut savoir aussi que le rein est un organe thoraco-abdominal, c'est-à-dire qu'il occupe la loge rénale dans l'espace rétropéritonéal, situé dans les fosses lombaires de part et d'autre du rachis. Donc, on peut le visualiser ici. Il est situé au niveau de la dernière vertèbre dorsale, la D12, et il va s'étaler jusqu'à la troisième vertèbre lombaire. Donc, le rein va occuper essentiellement, la loge du rein va occuper du D12 jusqu'à le L3. Voilà. Donc, pour la vascularisation du rein, il faut savoir que le rein est le siège d'un réseau capillaire très très riche. Environ, il faut savoir qu'il y a environ 700 litres de sang par jour qui traversent le rein, chaque rein, via les artères rénales et qui naissent de la ramification de l'aorte abdominale. Il faut savoir aussi que seulement 1/10 de ce sang sera filtré au niveau rénal et il va repartir vers la veine rénale qui va, elle, rejoindre la veine cave inférieure, c'est-à-dire la grande circulation veineuse.
À noter aussi qu'il y a deux objectifs pour cette vascularisation. Donc, la première, c'est d'abord, bien sûr, l'épuration du plasma, c'est-à-dire l'épuration du sang, du déchet, des substances exogènes, etc. Et vous avez aussi le deuxième objectif, c'est la nutrition du rein. Alors, on dit que la vascularisation du rein est de type terminal. Alors, quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire? La vascularisation du rein est de type terminal. Donc, qu'est-ce que cela veut dire selon vous? Y a-t-il une réponse parmi? Très, très bien. Voilà, exactement. Donc, c'est ça la réponse. Donc, il faut savoir que les branches de l'artère rénale se ramifient, mais ne s'anastomosent pas. Donc, par conséquent, si vous avez une obstruction d'une branche ou bien d'une lésion d'une branche, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'entraîner de suite un infarctus du territoire tributaire de l'artère. Voilà. Alors, pour la structure du rein, il faut savoir que, bon, ici, ce n'est pas schématisé. J'ai voulu un petit peu partir un peu dans les détails. Donc, avant, essayez de voir cette illustration, mais de m'écouter en parallèle. Donc, avant d'arriver à la capsule rénale, ce que vous voyez ici, regardez, la capsule rénale. Avant cette capsule rénale, il faut savoir qu'il y a une couche de tissu graisseux, d'accord? Donc, le rein qui se loge dans la loge rénale, au niveau de la région rétropéritonéale, il va d'abord être couvert d'un tissu graisseux, qu'on appelle la graisse périrénale, qui entoure la totalité du rein. Ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, il y a une couche de tissu conjonctif fin et fibreux, appelé le fascia de Gérotin, qui recouvre l'extérieur du rein. Donc, pour vous dire qu'un petit peu, notre rein est un petit peu protégé par une masse lipidique d'abord, et ensuite d'un tissu conjonctif. Vient après, voilà, un tissu fibreux qu'on appelle la capsule rénale, ce que vous arrivez à visualiser un petit peu ici sur le schéma. Donc, vous avez cette capsule rénale. Cette capsule rénale va être coiffée par une glande surrénale, ce que vous voyez que bon, c'est pas très schématisé. Donc, la glande surrénale va venir se mettre au-dessus du rein. Si on fait une coupe anatomique du rein, il faut savoir que chaque rein est composé d'un cortex et d'une médula. Alors, je m'explique. Alors, le cortex, ici, c'est la zone corticale du rein, ce que vous voyez également sur le schéma. Donc, la zone corticale du rein, c'est un tissu situé juste au-dessous de la capsule rénale. Donc, la zone corticale, elle est là. Voilà. Elle vient juste en dessous de la capsule rénale. C'est la zone corticale. D'accord? Et vous avez la médula, ou bien appelée également la zone médulaire du rein, qui est la partie interne du rein où on trouve les pyramides de Malpighi. Donc, voici la zone médulaire du rein. Voilà. Elle vient juste après la zone corticale. Et on trouve à son niveau, on a dit, les pyramides de Malpighi. Les voici. Voici les pyramides de Malpighi. Très bien. Donc, il faut savoir que le parenchyme rénal renferme environ 1 million de néphrons. Donc, on va s'intéresser maintenant au parenchyme. Donc, le parenchyme, c'est ce qui vient un petit peu ici, au niveau de la zone médulaire. Et vous allez trouver environ 1 million de néphrons par rein. Il faut savoir que le néphron, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle du rein, responsable de quoi? Responsable de la filtration du sang ou du plasma et aussi de la production de l'urine primitive. Retenez cela car nous allons l'expliquer tout à l'heure dans la physiopathologie. Une fois formée, l'urine est recueillie dans les calices. Donc, on va revenir à la dia précédente. Donc, une fois que l'urine primitive est formée, elle va être recueillie au niveau des calices. Donc, les calices, c'est ici. D'accord? Dans chaque calice,
Elle va être recueillie, l'urine. Ensuite, elle descend au niveau du bassinet, regardez, juste après, d'accord? Juste après les calices, vous avez les bassinets, puis descend au niveau des uretères, donc après le bassinet, ça va descendre au niveau des uretères, pour être collecté au niveau de la vessie, donc vous aurez l'urine proprement dite au niveau de la vessie, et éliminée au niveau de l'urètre, d'accord? Au niveau terminal, vous avez l'élimination par l'urètre. Donc, je reviens. Il faut savoir que le néphron est globalement constitué, on revient à l'unité fonctionnelle et structurelle du rein, qui est le néphron. Il est constitué principalement ou globalement de deux structures. Donc, retenez s'il vous plaît que vous avez d'abord le corpuscule rénal, celui-ci, ce que vous voyez ici, d'accord? Ou bien qu'on appelle aussi le corpuscule de Malpighi, on peut l'appeler également comme ça. Donc voilà, le corpuscule rénal. Et vous avez le système tubulaire. Tout le système tubulaire que vous voyez ici, jusqu'à la fin, c'est le système tubulaire. Donc le néphron, retenez qu'il est constitué principalement de deux structures, le corpuscule rénal ou le corpuscule de Malpighi et un système tubulaire. On commence un petit peu dans les détails pour comprendre un petit peu la suite tout à l'heure dans la clinique. Donc, qu'est-ce que le corpuscule de Malpighi? Alors, le corpuscule de Malpighi ou le corpuscule rénal, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la portion initiale du néphron. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on l'a visualisé. C'est la partie proximale, donc initiale du néphron. Elle a une forme sphérique, comme vous le voyez, où se déroule la filtration du sang et la formation de l'urine primitive qu'on appelle la filtration glomérulaire. Donc, filtration du plasma plus formation de l'urine primitive, tout ça va intéresser la filtration glomérulaire. Donc, dans la majeure partie, il se situe que dans le cortex rénal, c'est-à-dire que notre corpuscule rénal va se situer, donc si on revient à la dia, il va être situé, regardez ici, dans la zone corticale du rein. C'est ce qui donne l'aspect, si vous voulez, granuleux du rein. Voilà, et toujours dans ce corpuscule de Malpighi, il résulte de la réunion, regardez, d'une composante vasculaire, regardez, qui est là, le pôle vasculaire, qui contient un lit capillaire ou qui est en forme de peloton, qu'on appelle le glomérule du néphron. Donc, ce que vous voyez ici, regardez, il y a deux pôles, il y a un pôle vasculaire et un pôle urinaire. Donc, pour ce corpuscule de Malpighi, ou le corpuscule rénal, il est formé de deux pôles. Donc, un pôle vasculaire, où vous avez le glomérule du néphron, et une composante épithéliale, regardez, celle-ci, composée d'un feuillet viscéral et d'un feuillet pariétal qui va, où se passe l'ultrafiltration et qu'on appelle la capsule de Bowman ou bien la capsule glomérulaire. Donc voilà pour ce corpuscule de Malpighi au corpuscule rénal. Donc retenez qu'il est formé ou bien il résulte de la réunion de deux pôles, un pôle vasculaire et un pôle urinaire. Pour le pôle vasculaire, vous avez le glomérule du néphron qui est en forme de peloton, regardez, ici. Hein. Et vous avez un feuillet pariétal et un feuillet viscéral qui est du côté du pôle urinaire qui forme la capsule de Bowman. Ensuite, souvenez-vous, dans le néphron, nous avons dit qu'il y avait deux structures principalement, qui étaient le corpuscule de Malpighi, où on vient de le voir, et le système tubulaire. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, j'espère que oui. Donc, on va détailler qu'est-ce que le système tubulaire. Donc, pour ce néphron, ce système tubulaire, il est constitué d'une succession de tubules.
Donc, vous avez le tube contourné proximal, la anse de Henle. Donc, le tube contourné proximal, c'est ici, tout de suite après le corpuscule de Malpighi ou le corpuscule rénal. La anse de Henle, c'est ici. Regardez. Alors, cette anse de Henle est située généralement au niveau de la médula, au niveau de la zone médulaire, ici. Oui, tout à l'heure, nous avons vu le parenchyme rénal. Et donc, il est localisé, l'anse de Henle est localisée à ce niveau-là. Elle a la forme d'un U, comme vous le constatez. Regardez. Avec une partie descendante et une partie ascendante. Et vous avez toujours dans ce système tubulaire le tube contourné distal, qui est là, qui va remonter un petit peu. Et vous avez le tube contourné distal. À partir de là, à partir de ce dernier, vous aurez le tube collecteur, ce que vous voyez ici. Voilà, vous avez le tube collecteur et tout ça, pourquoi? Donc, c'est l'ensemble du néphron et le tube collecteur vont former le tube urinifère. Voilà, tout ça pour former les tubes urinifères. Donc, le néphron plus le tube collecteur vont former les tubes urinifères. Voilà un petit peu pour ce qui est un rappel anatomique du rein. Maintenant, on passe, avant de passer, pardon, toujours dans l'ancien schéma, il faut savoir qu'il y a deux types, mais en fait, il y en a plusieurs, selon la localisation du corpuscule de Malpighi. Donc, selon la localisation de ce corpuscule, vous aurez soit les néphrons corticaux, ce que vous voyez ici, sur la zone corticale, c'est-à-dire qu'ils sont présents à 85% dans la majorité des cas. Et vous avez aussi, on appelle ça les néphrons juxtamédulaires, qui vient ici. Ils sont situés dans la zone cortico-médulaire et ces derniers représentent environ 15% des néphrons global. Voilà un petit peu pour les différents types de néphrons qu'il existe au niveau rénal. Donc, les plus fréquents, c'est les néphrons corticaux au niveau du cortex du rein. Voilà, on en a fini un petit peu avec ce rappel anatomique. On passe un petit peu à la physiologie rénale. Donc, pour la physiologie rénale, ce que je pourrais vous dire qu'il faut savoir, qu'on l'a dit en introduction déjà, c'est un organe glandulaire et sécréteur de l'urine. Il assure parmi ses fonctions l'épuration du sang, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'épuration du plasma en éliminant les substances exotoxiques, notamment l'urée, la créatinine, les corps azotés, l'ammoniac, etc. Vous avez aussi, il intervient dans la régulation du milieu intérieur, qui est l'homéostasie. Et vous avez aussi un autre rôle, c'est la régulation de la pression artérielle en sécrétant de la rénine. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la filtration glomérulaire, qui est d'abord la filtration ou bien l'épuration du sang ou du plasma, et nous avons parlé également de la formation de l'urine primitive. Alors, vous allez me dire, comment va se former justement cette urine primitive? Donc, on va rentrer un petit peu dans la physiologie du rein, et proprement dite. Donc, cette formation d'urine primitive va passer par trois processus essentiels. La première, c'est la filtration glomérulaire proprement dite. La deuxième, ça sera la réabsorption tubulaire. Et la dernière, ça sera la sécrétion tubulaire. Alors, je m'explique comment ça va se passer. Pour la première, donc la filtration glomérulaire proprement dite, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la filtration du sang ou du plasma qui s'effectue au niveau capillaire du glomérule. Donc, cette filtration passive est due au gradient de pression qui existe entre la pression artérielle de l'artériole afférente et la pression qui est plus basse du glomérule lui-même.
Et donc, cette différence de pression va justement filtrer ce sang ou ce plasma. Et donc, le taux de filtration glomérulaire, c'est-à-dire le volume d'urine primitive de l'ensemble des glomérules par unité de temps, est normalement, regardez la norme, elle est de 120 à 125 millilitres par minute. Mais sachez que chez l'adulte, elle est d'environ 1,8 litres par jour. Donc, c'est-à-dire que 180 litres sont filtrés chaque jour, mais l'urine primaire est par la suite réabsorbée 99% dans les tubules, dans le système tubulaire que nous avons vu tout à l'heure, menant ainsi à une production finale d'urine d'environ 1,8 litres par jour. Donc, la norme chez l'adulte, donc nous aurons une production finale d'urine d'environ 1,8 litres par jour. Ce taux est appelé le débit de filtration glomérulaire. Donc, c'est le débit de filtration glomérulaire qui est chez l'adulte en moyenne 1,8 litres par 24 heures. Voilà. Donc, pour la filtration glomérulaire, c'est un processus passif, d'accord? Contrairement, regardez, à la réabsorption tubulaire, où il y a intervention de deux mécanismes à travers la membrane glomérulaire, qui est d'abord un mécanisme actif et un mécanisme passif. Donc, pour le mécanisme actif, il travaille essentiellement avec le travail cellulaire, c'est-à-dire il nécessite un travail cellulaire. Et dans ce cas-là, les exemples que je peux vous donner, ce sont les substances organiques telles que le glucose et les électrolytes tels que le sodium. Et vous avez un mécanisme passif, qui est le transport passif. Et là, il résulte d'un phénomène sans énergie, sans travail cellulaire, et on parle d'osmose ou bien par diffusion. Donc, c'est principalement qui est intéressé par cela. Donc, c'est essentiellement l'eau et aussi qui est transférée par osmose et les substances liposolubles. Voilà un petit peu les mécanismes d'action. Donc, pour le tubule, donc au niveau du système tubulaire, dans le tubule contourné proximal, la partie la plus active où se passe la plupart de la réabsorption, donc ça se passe au niveau du tube contourné proximal. Ensuite, vous avez au niveau de l'anse de Henle, souvenez-vous, c'est la forme en U, d'accord, l'anse de Henle, où il y a une partie de la réabsorption qui se fait aussi à ce niveau-là, mais qui est lieu de formation de l'urine concentrée ou diluée. Et vous avez aussi au niveau du tube contourné distal, donc à la fin ici, au niveau du tube contourné distal et aussi au niveau du tube rénal collecteur, donc la fin du système tubulaire. Là, la réabsorption de l'eau et du sodium se fait seulement sous contrôle hormonal. Donc, pour cette réabsorption tubulaire, donc les substances non réabsorbées, vous allez me dire, quelles sont ces substances? Donc, ce sont les produits azotés du métabolisme des protéines et qui résultent aussi de la dégradation des protéines, notamment les acides nucléiques. Et donc, vous aurez les urées, l'acide urique et la créatinine. Donc, il faut savoir que la créatinine est une grosse molécule non liposoluble qui n'est pas réabsorbée du tout. Donc, sa concentration plasmatique reste stable, ce qui la rend utile pour mesurer le débit de filtration glomérulaire et évaluer également la fonction glomérulaire. Donc, dès que vous avez une élévation de la créatinine, vous saurez qu'il y a un problème au niveau rénal. Parce que ces substances, ne sont pas réabsorbées. Donc, s'il y a accumulation de la créatinine, il y a dysfonctionnement. Et enfin, vous avez la sécrétion tubulaire, donc inverse de la réabsorption, c'est-à-dire qu'en parallèle avec la réabsorption tubulaire, qu'est-ce qui se passe? Elle permet d'éliminer dans l'urine les substances indésirables ou en excès qui ont été insuffisamment filtrées au niveau du glomérule.
Les mécanismes sont toujours actifs. Donc là aussi, vous aurez seulement le mécanisme actif qui sera mis en jeu. Contrairement à la réabsorption, vous avez les deux types de mécanismes. Ils font appel à des transporteurs spécifiques. Donc la sécrétion tubulaire est aussi impliquée dans la régulation du pH sanguin. Elle peut se produire tout le long du tubule. Donc c'est pareil que pour la réabsorption tubulaire. Donc j'espère que c'était clair pour ces rappels anatomiques, physiologiques et physiopathologiques. J'espère que vous m'entendez pour continuer à la deuxième partie. Très bien, très très bien. Donc avant d'aborder la thématique sur la néphropathie toxique professionnelle, j'ai voulu d'abord vous expliquer comment se fait cette classification des néphropathies. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de termes qui sont mis en jeu au cours de cette thématique. Donc, il faut savoir d'abord que la classification des néphropathies, elles utilisent une lésion initiale, des éléments du parenchyme que nous avons vus tout à l'heure, qui sont le glomérule, le tubule et le tissu interstitiel, notamment l'interstitium. D'accord? Et à partir de ces trois entités, vous aurez une classification des néphropathies. C'est-à-dire, vous aurez notamment les néphropathies glomérulaires, si elles touchent le glomérule, les néphropathies tubulaires, si elles touchent le tubule, et dans ce cas-là, vous aurez les néphropathies tubulaires aiguës, vous aurez les néphropathies interstitielles, si elles touchent le tissu interstitiel ou l'interstitium, donc vous aurez les néphropathies interstitielles aiguës, et enfin, si les mécanismes sont anciens, vous aurez l'installation du néphrotubulo-interstitiel chronique. Donc, c'est l'association des deux. Il y aura atteinte du tubule et de l'interstitium. Donc, vous aurez tubulo-interstitiel chronique. Donc, grosso modo, principalement, voici les 4 types de néphropathies qui existent dans la classification des néphropathies. Donc, ça intéresse les éléments du parenchyme et à partir de là, vous aurez les néphropathies glomérulaires, les néphropathies tubulaires aiguës et interstitielles aiguës et à la fin, vous aurez les tubulo-interstitiels chroniques. C'est clair pour cette classification? Oui. Très bien. À partir de là, parallèlement à cette classification des néphropathies, il faut savoir que les cancers du rein, les cancers, eux, ne font pas partie de cette classification des néphropathies. C'est une entité à part. Les cancers touchent essentiellement le rein. Ce sont des tumeurs malignes du parenchyme rénal. Et dans ce cas-là, nous n'avons pas le droit de parler de néphropathie quand on parle de cancer. C'est donc des cancers, c'est une autre classification parallèle à cette néphropathie. Et généralement, elle est due à un toxique cancérogène. Donc, on revient aux néphropathies toxiques professionnelles, à la thématique principale de cette visioconférence. Donc, les néphropathies toxiques professionnelles, ce sont des altérations rénales susceptibles de survenir au cours d'agressions d'origine professionnelle. Nous sommes en médecine du travail, donc nous allons nous intéresser principalement à l'origine professionnelle. Ce sont des lésions rénales induites par des toxiques. Donc, comme définition, la néphrotoxicité peut être définie comme l'ensemble des altérations fonctionnelles ou bien structurelles. Donc, soit on aura un dysfonctionnement du rein, de la fonction rénale, ou bien structurel, c'est-à-dire qu'il y aura des lésions rénales, induites directement ou indirectement par des agents chimiques, entre autres, d'accord? Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que ces agents chimiques. Je vous ai parlé tout à l'heure en introduction sur les agents infectieux et les traumatismes. À la fin, je vais, Inch'Allah, vous en parler. Donc, retenez seulement que pour les néphrotoxiques, elle est due indirectement ou directement à des agents chimiques ou à leurs métabolites qui sont absorbés dans l'organisme, quelle que soit la voie de pénétration. Donc, les lésions rénales induites par les toxiques peuvent être transitoires ou permanentes
intéresser, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le glomérule, le tubule ou bien l'interstitium, et elles ne diffèrent en rien dans leur présentation clinique des néphropathies idiopathiques. C'est-à-dire que retenez l'origine professionnelle qu'après avoir éliminé toutes les néphropathies au préalable. Donc, le mécanisme de néphrotoxicité, souvenez-vous, nous l'avons dit, il intéresse les différents éléments du parenchyme rénal. Donc, le glomérule, le tubule, l'interstitium. Et a fortiori, vous aurez installation d'une fibrose, d'accord, qui est à l'origine d'une insuffisance rénale chronique, si on ne fait rien. Donc, toute lésion du glomérule va retentir sur le tubule. Et réciproquement, il en va de même avec l'interstitium. Donc, en fait, ce sont des mécanismes intriqués. D'accord? L'aboutissement final d'une intoxication est la constitution d'une lésion irréversible, c'est-à-dire l'installation de la fibrose. À partir de là, ce sont des lésions irréversibles. Les maladies rénales vues tardivement, c'est-à-dire biopsie rénale, où on fait la biopsie, il est impossible de distinguer le mécanisme initial. Donc, c'est-à-dire, s'agit-il en fait d'une origine glomérulaire, tubulaire ou interstitielle? Parce que nous l'avons dit déjà, ce sont des mécanismes très intriqués. Donc, l'idéal, c'est de faire le dépistage précocement lors d'une exposition professionnelle à un néphrotoxique. Donc, un toxique peut induire différents types de lésions rénales. Donc, retenez, selon sa forme chimique d'abord, selon la dose absorbée, selon la durée d'exposition et selon la susceptibilité individuelle de l'hôte. Donc, il y a des facteurs qui influencent cette néphrotoxicité. L'exemple qu'on peut vous donner, c'est l'exemple du mercure. Donc, le mercure, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un néphrotoxique, vous le savez. Et il va d'abord, c'est un toxique pour le tubule rénal, donc pour le système tubulaire, cela à forte dose, regardez. Mais peut induire des glomérulonéphrite extramembraneuses, c'est-à-dire il va toucher le glomérule, lorsqu'il est administré à faible dose, au long cours, chez des sujets sensibles. Donc, regardez un petit peu l'exemple un petit peu qui illustre un petit peu le mécanisme de néphrotoxicité. Donc, le toxique peut induire des lésions variables hein, selon ces 4 paramètres. Donc, on distingue schématiquement pour les mécanismes de néphrotoxicité, nous l'avons dit tout à l'heure, des lésions glomérulaires qui intéressent le glomérule et des lésions tubulo-interstitielles, c'est-à-dire qui intéressent le tubule et l'interstitium. Donc, pour les lésions glomérulaires, qu'est-ce qui va se passer? Retenez que ce sont des mécanismes indirects de type immunologique et le plus souvent non dose dépendante. D'accord? Donc, elle est due à la susceptibilité individuelle du travailleur. Et vous avez les lésions tubulo-interstitielles. Là, ce sont les mécanismes de toxicité directe, dose dépendante, à un toxique bien défini. D'accord? On commence à expliquer. Donc, on commence par la première, qui est la lésion glomérulaire. Donc, pour la lésion glomérulaire, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une toxicité indirecte due à une cause immunologique, non dose dépendante, donc elle va toucher un petit nombre de travailleurs et elle est réversible à l'arrêt de l'exposition. Les mécanismes physiopathologiques, on vous dit, ils sont mal connus. Donc, toujours dans la lésion glomérulaire, elle est due, on a dit, à un dérèglement immunitaire, à une cause immunologique. Donc, il y aura la mise en jeu d'un aptène, donc ce toxique auquel ce travailleur sera exposé joue le rôle d'un aptène. Cet aptène va se lier à une protéine sérique tissulaire. À partir de là, il y aura modification de la structure et formation d'un complexe aptène-protéine, qui est l'antigène, et formation
d'auto-anticorps, c'est-à-dire sécrétion d'anticorps, dirigés contre le système immunitaire du travailleur, bien sûr. Donc, quels sont les principaux types anatomocliniques que l'on peut observer dans les néphropathies glomérulaires? Donc, quels sont les différents types que l'on peut observer? Sachez qu'il y a 3 types. Je commence par le premier type. Alors, dans les atteintes glomérulaires, dans les glomérulonéphrites, vous avez le syndrome de Gould-Pasture. Alors, c'est quoi ce syndrome de Gould-Pasture? C'est une glomérulonéphrite par anticorps antimembrane basale glomérulaire, donc dirigé contre le glomérule. Il peut associer des lésions hémorragiques pulmonaires, très bien, et la pathogénie, c'est la formation in situ de complexes humains par des dépôts d'anticorps circulants sur des antigènes de la membrane basale glomérulaire. Vous l'avez compris, ce sont des complexes auto-humains. Donc, cliniquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous aurez une protéinurie, une hématurie et une insuffisance rénale rapidement progressive. Le pronostic dépend du pourcentage de glomérules atteints et de la rapidité de mise en œuvre du traitement qui repose sur une corticothérapie associée à des immunosuppresseurs. Donc, voilà pour le premier type anatomoclinique des lésions glomérulaires, c'est le syndrome de Gould-Pasture. Le deuxième type, retenez s'il vous plaît, vous avez les glomérulonéphrite extramembraneuses. Alors, c'est un autre type anatomoclinique des néphropathies glomérulaires associées à des toxiques. Donc, la pathogénie là est complexe. Elle est due à un dépôt granuleux des immunoglobulines de type G sur le versant externe de la membrane basale des anses capillaires. Cliniquement, là, vous retrouverez toujours l'hématurie, mais celle-ci sera microscopique avec un syndrome néphrotique. L'évolution, on vous dira, elle est spontanément favorable. Et enfin, pour le troisième type, anatomoclinique des lésions glomérulaires, vous avez la maladie de Berger, ou bien appelée également néphropathie à dépôt mésangieux des immunoglobulines de type A. Alors celle-ci, elle est due à l'exposition aux hydrocarbures ou à certains métaux. Donc, cliniquement, qu'est-ce qui se passe? Toujours, on retrouve cette hématurie associée à une protéinurie. Protéinurie, bien sûr, qui est soit isolée ou associée à une hématurie. Et vous avez l'hypertension artérielle. L'évolution est lente vers l'insuffisance rénale chronique. Donc, voilà pour les lésions glomérulaires. J'espère que c'était clair. Donc, quelqu'un peut me rappeler pour les lésions glomérulaires combien nous avons de types anatomocliniques? On a décrit combien de types? Vous m'entendez? Très bien. Donc, on a décrit combien de types anatomocliniques des lésions glomérulaires? Donc, on a décrit 3 types. 3 types. Donc, je reprends. Dans les lésions glomérulaires, on a parlé du syndrome, souvenez-vous, du syndrome de Gould-Pasture. Très bien. On a parlé également de la glomérulonéphrite extramembraneuse, excellent. Et enfin, on a parlé de la maladie de Berger. Très bien. Donc, voici les principales atteintes ou bien différents types anatomocliniques des lésions glomérulaires que vous pourrez observer. D'accord? Maintenant, on passe aux lésions tubulo-interstitielles. Souvenez-vous, dans la classification des néphropathies, je vous ai donné qu'il y avait plusieurs néphropathies liées à l'atteinte d'un élément du parenchyme. Là, pour les lésions tubulo-interstitielles, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Vous avez d'abord les lésions tubulaires aiguës. Dans les lésions tubulaires aiguës, on vous dit elles sont rares. Elles sont rares en milieu professionnel. Elles sont dues essentiellement lors d'une exposition accidentelle ou bien volontaire. Volontaire lorsqu'il s'agit de métaux lourds, de solvants organiques ou certains herbicides.
donc certains pesticides. Donc ça, voilà pour la première entité de la lésion tubulo-interstitielle. Donc la lésion, c'est quoi de la lésion tubulaire aiguë? C'est une nécrose tubulaire aiguë avec des lésions focales à type de nécrose de cellules du tube rénal. Le mécanisme physiopathologique dépend du toxique. Donc, on a parlé des métaux lourds et des solvants chlorés. Vous avez aussi une rhabdomyolyse avec myoglobinurie dans l'intoxication au toluène. Et vous avez aussi l'exposition à l'éthylène-glycol peut donner une obstruction intratubulaire par des cristaux d'oxalate de calcium dans l'intoxication de l'éthylène-glycol. Donc, cliniquement, nous allons observer soit une diurèse, une oligurie, soit une anurie, avec un syndrome biologique et une rétention azotée et un désordre hydroélectrolytique. Le deuxième type anatomo-clinique que l'on peut observer dans les lésions tubulo-interstitielles, retenez que nous avons un dysfonctionnement tubulaire au niveau proximal, où on peut observer le syndrome de Fanconi. Le syndrome de Fanconi, vous l'avez fait en première année. Normalement, si vous vous souvenez, il associe une hyperaminosidurie, une glucosurie normoglycémique, une hyperphosphaturie et une protéinurie tubulaire. Voilà pour le dysfonctionnement. Et enfin, la troisième entité des lésions tubulo-interstitielles, c'est pareil en fait que les lésions glomérulaires, vous aurez les néphrites tubulo-interstitielles chroniques. Donc, les néphrites tubulo-interstitielles chroniques, là, qu'est-ce qui va se passer? Elles se caractérisent par une fibrose du tissu interstitiel avec infiltracellulaire et une atrophie tubulaire. En milieu professionnel, on peut l'observer après une intoxication aiguë ou bien évolution à bas bruit vers une insuffisance rénale chronique. Donc, elle est due principalement aux métaux lourds et un cas en relation a été décrit lors d'une exposition aux solvants organiques. Donc, avant de passer au troisième type d'atteinte du rein, d'accord? Donc, on va rappeler seulement quelles sont les lésions tubulo-interstitielles que l'on peut avoir. Donc, quelqu'un peut me faire rappeler si vous avez retenu. Donc, nous avons dit qu'il y avait trois types. Trois types également. Très bien. Très bien. Les lésions tubulaires aiguës. Ensuite, vous avez voilà, les néphrites tubulo-interstitielles chroniques. Et vous avez le fameux dysfonctionnement tubulaire au niveau proximal où on décrivait le syndrome de Fanconi. Fanconi. Très bien. Voilà essentiellement les différentes néphropathies d'origine toxique que l'on peut observer en général dans les lésions glomérulaires et dans les lésions tubulo-interstitielles. Maintenant, je vous ai dit, parallèlement à ces néphropathies, vous pourrez avoir des cancers qui pourront s'installer chez un travailleur, donc les cancers du rein. Donc, essentiellement, elles touchent plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'industrie chimique et de la pétrochimie. Vous avez aussi les travailleurs exposés au diisocyanate de toluène, au polychlorure de biphényle, au plan et au trichloroéthylène. Donc, voici les principaux toxiques auxquels nous avons observé des atteintes rénales chez ces travailleurs-là, qui manipulaient ces différents toxiques. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui se surajoutent à ces secteurs-là. Vous avez également le secteur de l'imprimerie, le secteur du nettoyage à sec, l'industrie chimique en général et l'industrie des métaux. Donc, si vous prenez en charge ces secteurs, il faudra être vigilant dans leur surveillance clinique et paraclinique de vos travailleurs. Maintenant, nous allons nous intéresser, bien sûr, dans les cancers du rein, ça
généralement des adénocarcinomes. Hein. Dans 90% des cas, ça donne des adénocarcinomes. Mais heureusement, ces cancers du rein sont très rares. Ils représentent 2 à 3% de la population générale. Alors, si vous permettez maintenant, on va un petit peu survoler les différents toxiques, enfin néphrotoxiques, dans l'environnement professionnel. Donc, on va un petit peu voir les métaux lourds, les pesticides, les hydrocarbures et la silice. Donc, les différents néphrotoxiques que l'on peut observer. En fait, c'est un cours de synthèse, je vous l'ai dit en introduction. Vous savez tout, vous avez tout fait. Là, aujourd'hui, on résume seulement pour fixer les idées. D'accord? Donc, c'est des cours de synthèse que vous faites aujourd'hui avec moi, concernant les néphropathies, bien sûr. Donc, je commence par le premier néphrotoxique, qui est le plomb. Donc, comme vous le savez, le plomb, on le retrouve dans plusieurs secteurs d'activité. Et vous savez très bien que le plomb, c'est un métal lourd, cumulatif, et qui va toucher la toxicité du plomb, va toucher le système nerveux, central et périphérique, bien sûr, le système hématopoïétique et bien sûr le rein. Donc, s'il touche le rein, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez une intoxication aiguë et subaiguë. D'abord, d'emblée, c'est l'atteinte tubulaire proximale, avec un syndrome de Fanconi. On revient à tout à l'heure. Et cette atteinte est exceptionnelle en milieu professionnel, heureusement, avec les progrès de l'hygiène industrielle. Donc, l'intoxication aiguë, subaiguë, due à l'exposition au plomb est heureusement très rare. Et retenez seulement que si on est exposé au plomb, il donne une atteinte tubulaire. Donc, elle touche le système tubulaire. En phase chronique, maintenant, regardez, vous aurez l'installation d'une néphropathie tubulo-interstitielle chronique. On revient à la fameuse classification que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, vous aurez une atteinte tubulo-interstitielle chronique. Donc, la lésion, c'est une atrophie tubulaire avec fibrose interstitielle, une altération de la filtration glomérulaire et l'apparition d'une insuffisance rénale chronique si on ne fait rien du tout. Cliniquement, donc cette néphropathie tubulo-interstitielle, elle va se manifester par une élévation de l'urée et de la créatinine sanguine, une protéinurie, une hyperuricémie avec accès de gouttes et une hypertension artérielle. Donc vous comprenez mieux maintenant les différentes manifestations que l'on peut observer lors d'une intoxication chronique au plomb. Donc elle est due à tous les substances non réabsorbées, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut savoir aussi qu'il y a réparation de cette atteinte rénale, donc l'insuffisance rénale chronique, notamment la néphrite azothémique ou néphrite hypertensive et leurs complications, sont réparées par le tableau numéro 1 du tableau des maladies professionnelles indemnisables. C'est simple, aujourd'hui on va retrouver les différents toxiques auxquels le travailleur sera exposé et qui vont, si vous voulez, exprimer une atteinte rénale. Donc on va voir les différents types de néphropathie d'origine toxique avec leur réparation. Donc ça va vous faciliter un petit peu la révision pour le DMS aussi également. Vous voyez, c'est un cours de synthèse, je le rappelle encore une fois. Donc pour le cadmium, si on s'intéresse au cadmium, donc il faut savoir que son élimination est très lente par voie urinaire, avec une demi-vie estimée à une trentaine d'années. Le rein est le principal organe cible du cadmium, vous le savez. Il provoque d'abord, dans un premier temps, des tubulopathies proximales, donc elle intéresse toujours le système tubulaire, d'accord, du rein, et notamment les tubulopathies proximales. Et cliniquement, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une protéinurie de faible poids moléculaire associée au syndrome de Fanconi et
Des lésions osseuses de type ostéomalacie et de lithiase rénale sont décrites également chez les travailleurs fortement exposés au cadmium. Donc, il faut savoir qu'il y a un tableau qui existe également et qui répare les néphropathies avec protéinurie et l'ostéomalacie provoquée par le cadmium, qui sont indemnisés par le tableau numéro 60 des maladies professionnelles indemnisables. Parfait. Donc, après avoir vu le plomb et le cadmium, on passe au mercure. Alors, l'action toxique du mercure a pour principale cible, regardez bien, le cerveau et aussi le rein. Donc, dans l'intoxication aiguë, heureusement, elle est exceptionnelle en milieu industriel. Cliniquement, en intoxication aiguë, elle peut provoquer une insuffisance rénale anurique par nécrose tubulaire aiguë. Et en intoxication chronique, regardez, on ne parle plus de système tubulaire comme pour le plomb et le cadmium. Là, regardez dans l'intoxication chronique, qu'est-ce qu'elle touche? Si vous avez remarqué, elle touche le glomérule, excellent. Je vous l'ai donné tout à l'heure par rapport aux différents paramètres qui influençaient dans l'exposition lors d'un néphrotoxique. Donc le mercure, lui, retenez s'il vous plaît, dans l'intoxication chronique, il donne des glomérulonéphrites extramembraneuses, plus rarement par lésion glomérulaire mêlée. Donc, il y a un tableau qui répare. Il répare la néphrite azothémique provoquée par l'exposition au mercure qui est inscrit au tableau numéro 2 des maladies professionnelles indemnisables. Donc, retenez ça s'il vous plaît, c'est très important. Donc, le plomb et le cadmium, c'est des tubulonéphrites. Par contre, pour l'intoxication chronique au mercure, vous avez, c'est l'atteinte glomérulaire essentiellement. On passe à un autre néphrotoxique qui est l'uranium. Alors, l'uranium, c'est un métal lourd qui est radioactif, essentiellement utilisé comme combustible dans les réacteurs nucléaires. Il est également utilisé dans les peintures fluorescentes. Donc, l'intoxication aiguë se fait par les sels solubles d'uranium qui provoquent une nécrose tubulaire aiguë. Donc, nous avons toujours l'atteinte du système tubulaire. Et vous avez l'intoxication chronique. Aucun cas n'a été rapporté chez les travailleurs exposés. Donc, c'est très rare de retrouver une atteinte chronique par l'uranium. On passe à un autre néphrotoxique qui est le chrome. Donc, le chrome, donc les dérivés trivalents et hexavalents du chrome s'accumulent eux aussi dans le tube proximal, donc toujours atteinte du système tubulaire. Et à partir de là, vous aurez soit une intoxication aiguë, soit une intoxication chronique. Dans l'intoxication aiguë, nous l'avons dit, elle est rare en milieu professionnel. Elle provoque une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire. Et dans l'intoxication chronique, vous avez des cas de néphrite tubulaire interstitielle chronique qui a été rapporté chez un coupeur d'acier inoxydable. Donc, ce sont des atteintes tubulo-interstitielles, d'accord, essentiellement. Un autre toxique, vous avez l'arsenic. Donc, l'arsenic peut provoquer une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire et par mécanisme néphrotoxique direct ou néphrotoxicité indirecte. Donc, ça dépend du mécanisme. Et par conséquent, vous aurez des troubles hydroélectrolytiques, une insuffisance cardio-circulatoire, etc. Et sachez qu'il y a un tableau qui répare l'atteinte rénale due à l'exposition à l'arsenic, notamment c'est la néphrite azothémique. Donc, elle donne droit à la réparation dans les tableaux numéro 21 des maladies professionnelles indemnisables. Donc, après avoir vu un petit peu l'exposition aux métaux, notamment le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome, l'arsenic et l'uranium, on passe aux hydrocarbures. Alors, pour les hydrocarbures, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir qu'il y a principalement 4 grandes familles de solvants. Je vais les citer. Donc, vous avez
les solvants oxygénés, les solvants halogénés, les solvants azotés, chlorés, etc. Et vous avez les hydrocarbures aliphatiques, aldécycliques, aromatiques et des mélanges des hydrocarbures. Principalement, voilà les 4 grandes familles des solvants. Donc, pour les solvants halogénés, par exemple, c'est une forte toxicité tubulaire aiguë qui va se manifester, qui s'observe rarement au milieu professionnel, en dehors des cas d'intoxication aiguë, accidentelle ou volontaire. Donc, leur rôle dans la survenue ou l'aggravation des néphropathies chroniques est fortement suspecté. Donc, on commence par citer les différents solvants qui sont responsables d'une atteinte rénale. Le premier que je vais vous citer, le chef de file, c'est le tétrachlorure de carbone. Le plus toxique des solvants. Il donne notamment une insuffisance rénale oligo-amérique par nécrose tubulaire proximale. Là aussi, vous avez atteinte du système tubulaire. Et il faut savoir qu'il y a un tableau qui indemnise cette atteinte, c'est le tableau numéro 11. Vous avez aussi d'autres solvants chlorés qu'on peut retrouver en parallèle avec le tétrachlorure de carbone qu'on vient de citer qui était le plus toxique. Vous avez le chlorure de méthylène et le 1,2-dichloropropane qui était responsable de nécrose tubulaire aiguë. Donc toujours atteinte du système tubulaire. Vous avez un autre solvant, toujours dans les hydrocarbures, on est toujours dans les hydrocarbures, vous avez le toluène. Alors le toluène, qu'est-ce qui va se passer? En intoxication aiguë, il est responsable d'une atteinte tubulaire, la distale, et vous avez aussi des fois une atteinte tubulaire proximale associée parfois à un syndrome de Fanconi. Une insuffisance rénale aiguë avec myoglobinurie rapportée au cours d'une intoxication aiguë chez un peintre a été décrite. Donc essentiellement, toujours, elle donne une atteinte du système tubulaire, soit distal, soit proximal. Vous avez enfin un autre solvant qui est l'éthylène-glycol. Celui-ci va être responsable d'une obstruction intratubulaire par des cristaux d'oxalate de calcium et qui est responsable d'une atteinte tubulo-interstitielle dans la phase secondaire. Donc, il donne une tubulopathie anurique. D'accord? Il va donner une tubulopathie anurique. Donc, voilà pour les principaux hydrocarbures que l'on peut observer dans les néphropathies d'origine toxique. Donc, on a parlé du tétrachlorure de carbone, où on avait vu qu'il y avait un tableau qui indemnise, qui était le tableau numéro 11. Vous avez également d'autres solvants chlorés qu'on a cités, qui étaient le chlorure de méthylène et le 1,2-dichloropropane. Vous avez également d'autres solvants. Est-ce que quelqu'un peut les citer? Vous avez le toluène, exactement, et vous avez enfin l'éthylène glycol. comme ça. Très très bien. Donc voilà un petit peu, on a survolé les métaux lourds, les hydrocarbures avec les 4 types. Maintenant, on va dire un petit mot sur les pesticides. Alors pour les pesticides, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le paraquat. Alors retenez ça, le paraquat c'est quoi? C'est un herbicide fortement toxique. Il peut être absorbé par toutes les voies, mais les intoxications résultent de l'ingestion involontaire ou plus rarement par contact cutané. Donc, en intoxication aiguë, vous aurez une insuffisance rénale par effet toxique direct avec nécrose tubulaire. Une insuffisance rénale fonctionnelle peut s'installer également. Donc, voilà pour les pesticides. Et un mot sur la silice. Donc, elle a un rôle néphrotoxique, cette silice. Chez l'homme, on a observé des néphropathies glomérulaires ou divers types anatomocliniques, c'est-à-dire, ça n'a pas été précisé, mais essentiellement, retenez que ça donnait des néphropathies glomérulaires.
Donc, elle peut survenir chez les sujets atteints de silicose, soit en absence ou en présence d'une lésion pulmonaire. Voilà. Donc, voilà pour les principales néphropathies d'origine toxique. Donc, nous avons vu principalement les néphrotoxiques dus à des métaux lourds, notamment le plomb, le cadmium, le mercure, le chrome, l'arsenic et l'uranium. Donc, il y avait 6 toxiques où on avait dit essentiellement qu'il y avait des tubulopathies interstitielles, sauf que pour le mercure, où on a retrouvé des glomérulonéphrites. Et vous avez, ensuite, on a décrit les hydrocarbures. Dans les hydrocarbures, on a parlé des tétrachlorures de carbone, des solvants chlorés, du toluène et de l'éthylène-glycol. Et enfin, nous avons parlé des pesticides, notamment du paraquat et de la silice. Très bien. Maintenant, avant de passer à la prévention, souvenez-vous, en introduction, je vous ai dit, à côté de ces néphropathies toxiques, principale thématique de notre visioconférence, infectieux, il y a d'autres agents responsables des néphropathies, notamment l'agent infectieux et qui est à l'origine des maladies infectieuses, notamment, je vais vous citer, retenez s'il vous plaît, dans les maladies infectieuses, vous avez la leptospirose, qui était responsable d'une tubulonéphrite interstitielle, d'accord, d'une néphropathie tubulonéphrite interstitielle. Vous avez également la brucellose, vous allez la faire, Inch'Allah, ou là vous l'avez faite, je ne sais pas. Et là, elle est responsable d'une glomérulonéphrite aiguë, donc elle va toucher le glomérule, cette dernière va toucher le glomérule. Et vous avez également les hépatites virales, notamment l'hépatite virale C, B, etc. Et là, elle est responsable d'une glomérulonéphrite également, avec des fois un syndrome néphrotique. Donc, retenez qu'il y a essentiellement 3 maladies infectieuses et qui donnaient des néphropathies, qui est la leptospirose, la brucellose et les hépatites virales. Très bien. Et pour la leptospirose, nous avons dit qu'il s'agissait d'une tubulonéphrite interstitielle, alors que pour les deux derniers, brucellose et hépatite virale, elles donnaient quoi? Glomérulonéphrite. Elles donnent une glomérulonéphrite. Très, très bien. Et vous avez, à côté de ces néphropathies infectieuses, vous avez les néphropathies dues à un traumatisme. Alors, vous allez me dire, c'est quoi? Alors, en fait, ce sont toutes les néphropathies directement ou secondairement dues à un traumatisme. Et les plus fréquents qu'on peut citer, par exemple, lors des accidents qu'on peut rencontrer, les électrocutions par exemple, le crush syndrome, le rein débrûlé, etc. Là aussi, nous allons observer parfois des néphrotoxicités du rein. D'accord? Donc, voilà principalement les différentes néphropathies que l'on peut observer. Principalement néphrotoxiques, mais parallèlement à ça, vous avez les néphropathies infectieuses et les néphropathies dues à un traumatisme. Voilà. Donc, un mot sur la prévention. Donc, je ne vais rien vous apprendre. Vous savez très bien que le principe de prévention reste le même, c'est-à-dire qu'il faut être axé d'abord sur une prévention technique collective, notamment le travail en vase clos, substituer ou supprimer le toxique le plus dangereux par un toxique moins dangereux, mettre en place un système d'aspiration adéquat, un système d'aération efficace, etc. Donc, je ne vous apprends rien du tout. Pour la prévention individuelle, là aussi, vous le savez, il faudra protéger les travailleurs, c'est-à-dire doter nos travailleurs
par des équipements de protection individuelle, des vêtements de travail, des gants, des masques respiratoires à cartouches absorbants ou avec apport d'air frais. L'essentiel, il faudra bien doter le travailleur et le protéger pour qu'il ne soit pas exposé involontairement ou accidentellement à un toxique. Vous avez aussi les conditions d'hygiène élémentaire, c'est-à-dire le lavage fréquent des mains, les douches après le travail, la formation et la formation des travailleurs sur les principes, les règles d'hygiène de base, notamment ne pas manger, boire, fumer sur les lieux de travail, etc. Et vous avez aussi la prévention médicale. Là, c'est le rôle du médecin du travail qui, à l'embauche, va dépister tous les porteurs atteints d'une atteinte rénale antérieure et qu'il faudra éviter de les exposer aux risques soit toxiques, infectieux ou autres. Et vous avez périodiquement, donc lors des visites périodiques ou visites spéciales, où notre rôle, c'est de rechercher les signes précurseurs d'une atteinte rénale éventuelle par des marqueurs de néphrotoxicité lorsqu'il s'agit de toxiques. Lorsqu'il s'agit de toxiques, et là, on va parler des marqueurs de néphrotoxicité. Je vous l'ai dit en introduction, le rôle du médecin du travail, c'est de surveiller le travailleur par la clinique, mais aussi par les investigations. Les investigations en termes de néphropathie, vous avez la biologie. Donc, la biologie, qu'est-ce que vous allez demander? Alors, retenez qu'il y a d'abord l'exploration rénale fonctionnelle standard. Alors, vous allez me dire, c'est quoi? En fait, qu'est-ce qu'il faudra demander? Il faudra demander et rechercher d'abord, mesurer la filtration glomérulaire. Donc, elle se fait essentiellement par le dosage de la créatinémie. Donc, pour les travailleurs qui sont exposés à des néphrotoxiques, il faudra demander la créate. Mais regardez bien, mais la créate sanguine ne s'élève que lorsque 50% des néphrons sont détruits. Donc, c'est un paramètre à demander, mais si on le demande et on trouve un dysfonctionnement, là, vous allez me dire, ça sera un petit peu trop tard. Mais il y a un autre paramètre qu'on peut utiliser et qui pose un problème de réalisation parce qu'il y a un problème dans le recueil des urines. Mais en fait, en pratique quotidienne, il y a des tables de correspondance et on calcule ce paramètre. C'est la clairance de la créatinine. Donc, c'est un paramètre plus ciblé, si vous voulez, que l'on peut demander pour surveiller nos travailleurs. Donc, vous avez dans un premier temps la créate, mais si vous pouvez demander la clairance de la créatinine, c'est un paramètre, si vous voulez, plus ciblé. Toujours dans l'exploration rénale fonctionnelle standard, on va analyser les urines. Alors, on va demander en pratique quotidienne les bandelettes multiréactives à la recherche d'une protéinurie, d'une hématurie microscopique et d'une glucosurie. Donc, cette exploration, c'est une exploration en standard hein, qu'on a l'habitude de demander. Donc, elle ne permet pas en fait de localiser l'atteinte rénale, mais au moins, elle nous oriente vers un dysfonctionnement qu'il faudra explorer. Donc, c'est toujours bien de demander une chimie des urines, une créatinine et une clairance de la créatinine si vous le pouvez. Voilà. Maintenant, pour les marqueurs précoces de la néphrotoxicité, donc les marqueurs précoces, donc là, vous allez remarquer qu'il y a le mot précoce, c'est-à-dire là, on est dans le dépistage, dans la surveillance périodique des travailleurs. Qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, il faut retenir qu'il y a des marqueurs d'effet au niveau du glomérule et il y a des marqueurs d'effet au niveau du tubule, tels que nous avons des lésions glomérulaires au niveau du glomérule et des lésions tubulo-interstitielles au niveau du tubule et de l'interstitium. Donc, nous avons des marqueurs également. On commence par les premiers. Donc, les marqueurs d'effet au niveau du glomérule, ce sont des marqueurs précoces, souvenez-vous.
9 000 daltons dans les urines qui témoignent d'une altération du filtre glomérulaire, quel que soit son mécanisme. Et donc, les protéines les plus dosées ou les plus fréquemment dosées dans l'urine, c'est l'albumine, la transférine et l'immunoglobuline de type G. Mais en pratique quotidienne, ce qu'on utilise, et ce que vous connaissez normalement, c'est la microalbuminurie persistante à 30 un signe d'une manifestation précoce du rendez-vous. L'atteinte glomérulaire, on l'a vu dans l'atteinte du mercure, d'accord? Donc, dans l'exposition du mercure, et aussi lorsqu'il s'agissait des maladies infectieuses, notamment la brucellose et les hépatites virales. Donc, ces dernières, si vous avez une exposition à ces agents, vous pouvez toujours demander la microalbuminurie. Et vous avez les marqueurs d'effet au niveau tubulaire. Là, ici, qu'est-ce qu'on peut demander? Regardez, ces marqueurs ont une grande importance car c'est à ce niveau qu'agissent principalement les toxiques. Vous avez les protéinuries de faible poids moléculaire qui sont la microprotéinurie et vous avez aussi l'enzymurie. Donc, voici les deux marqueurs qu'on demande, les microprotéinuries ou bien l'enzymurie. On commence par la première. Les microprotéinuries, donc la présence de protéines de faible poids moléculaire donc, qui sont inférieures à 69 000 daltons dans les urines, témoignent d'une altération fonctionnelle au niveau du tube contourné proximal, qui ne réabsorbe plus ce type de protéines. Et donc, les principales protéines qui sont fréquemment dosées, c'est la bêta-2 microglobuline, la protéine transporteuse du rétinol ou rétinol binding protéine et la alpha-1 microglobuline. En pratique quotidienne, il faut savoir que le dosage se fait pour les deux dernières protéines seulement. Donc les deux dernières protéines, c'est le rétinol binding protéine et la alpha-1 microglobuline. Voilà ce qu'on utilise, c'est ce qui est recommandé pour dépister une atteinte au niveau tubulaire. Donc, le rétinol binding protéine et la alpha-1 microglobuline. Et vous avez aussi, à côté de cette microprotéinurie, vous avez l'enzymurie également que l'on peut utiliser. Donc, il faut savoir que l'excrétion urinaire des enzymes augmente lorsque les cellules tubulaires sont lésées. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Le dosage enzymatique le plus utilisé en raison de la stabilité de l'existence de méthodes de dosage automatisées concerne le dosage de la bêta-N-acétylglucosaminidase, ou bien, en abréviation, c'est le NAG. Donc voilà, dans les enzymuries, on demande la bêta-N-acétylglucosaminidase. Il faut savoir qu'il y a deux principales isoenzymes. Vous avez la NAG-A et la NAG-B. Dans la NAG-A, elle est considérée comme la forme fonctionnelle témoin d'un turnover cellulaire et la NAG-B est considérée comme un témoin d'une atteinte lésionnelle. Donc, vous comprenez que normalement, en pratique quotidienne, on demande normalement la NAG-B. Très bien, très bien. La NAG-B, justement, qu'on demande chez ces travailleurs-là lorsqu'on dépiste une atteinte précoce du système tubulaire. Maintenant, quel est l'intérêt et la limite de l'utilisation de ces marqueurs précoces de néphrotoxicité? Il a un intérêt collectif, qui est un intérêt épidémiologique. Ces marqueurs ont permis de mettre en évidence des relations entre l'exposition à diverses substances néphrotoxiques et la prévalence d'anomalies rénales. Donc, il a un intérêt collectif. Et vous avez un intérêt individuel, c'est la recherche de microalbuminurie dans les urines à l'occasion des visites de santé au travail qui permet de dépister à un stage précoce les néphropathies glomérulaires toxiques d'origine professionnelle, donc notamment dans le mercure, dans certains solvants, dans certaines aussi maladies infectieuses, n'oubliez pas. Et vous avez aussi la périodicité qu'on vous donne ici, qui est
une périodicité d'une fois par an. On vous dit que la microalbuminurie reste le marqueur de risque cardiovasculaire, facteur important de suivi diabétique et hypertendu, et il était souhaitable de demander ce paramètre une fois par année. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que c'était clair et qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, c'était vraiment très clair. Merci à vous de votre réceptivité, de votre échange. C'était un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, normalement, je vérifie seulement si je peux me permettre, si on a tous nos collègues avec nous.